Bonjour à tous et bienvenue sur Allo Fiston, le podcast qui vous livre chaque semaine des stratégies marketing actionnables pour faire grandir votre business. Alors, dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler de YouTube. YouTube, ce réseau social incontournable, et nous allons voir ensemble comment l'utiliser pour construire une stratégie d'acquisition, de crédibilité, de conversion, que sais-je, bref, comment utiliser YouTube pour votre business. Emeline, comme d'habitude, ma petite question pour commencer, t'en penses quoi de YouTube à titre perso, puis à titre pro? Est-ce que c'est un outil que tu utilises ou que tu as utilisé dans tes business précédents? Alors à titre perso, je suis venue à YouTube il y a pas si longtemps. Quand je me suis mise au triathlon, je cherchais énormément de conseils, j'en ai trouvé, et j'ai trouvé surtout des stratégies pour apprendre à nager, parce que je ne savais pas crawler, et voilà, j'ai appris à nager avec YouTube, c'est beau. C'est incroyable, on peut tout faire aujourd'hui avec YouTube. Et oui. Et d'un point de vue business? D'un point de vue business, alors moi je l'ai jamais utilisé parce que c'est pas mon canal de préférence, mais je connais énormément de gens proches de moi qui l'ont utilisé. Alors c'est dur au début, on en reviendra évidemment, mais pour certains ça c'est vraiment avéré payant, et c'est une stratégie que du coup je ne peux que recommander. Alors, dans l'épisode d'aujourd'hui, on va essayer de partir de l'exemple d'un coach sportif. Coach sportif sur YouTube, c'est pas quelque chose de très original, il y a énormément de chaînes dans ce domaine, mais ça a le mérite de pouvoir développer une argumentation claire, linéaire, et puis de pouvoir structurer notre propos. Emeline, je sais qu'il y a deux concepts importants pour commencer, un peu des concepts fondateurs sur la stratégie YouTube. Quels sont-ils ? Oui, l'idée c'est que si vous êtes là, c'est que vous avez envie de faire exploser votre chaîne YouTube. C'est que plus vous avez d'abonnés, plus vous avez de chances qu'ils convertissent et qu'ils achètent votre produit, qu'ils croient en vous, de bâtir une audience. Et il y a deux concepts qui sont vraiment clés qu'il faut garder en tête, que nous d'ailleurs on garde aussi en tête pour le podcast, c'est quand vous commencez à produire du contenu, il y a deux concepts, c'est un, la consistance, et deux, la régularité. Vous pouvez pas poster une vidéo tous les 36 du mois, puis après 3 vidéos en une semaine. Vos abonnés ils vont pas savoir déjà à quoi s'attendre, et puis il faut créer un rendez-vous. Nous ce qu'on fait c'est que tous les jeudis on crée un épisode de podcast. Voilà, c'est attendu, c'est acté, tout le monde sait que jeudi c'est le podcast Allo Fiston. C'est une stratégie d'ailleurs, je me permets de faire une petite coupure, qui est beaucoup utilisée en radio. La radio fonctionne sur ça, elle fonctionne sur la création d'un rendez-vous, et voilà quoi. Et la consistance, c'est qu'en fait, plus vous allez vous appliquer à faire quelque chose de manière régulière et enfin, vraiment ça va devenir une routine, vous allez devenir meilleur, c'est mécanique. Donc dites-vous, fixez-vous un objectif, je sais pas, une vidéo par semaine pendant un mois, puis après je fais le point. Tu vois. Ouais, complètement. Ça c'est très important de garder cette notion en tête de constance. Hein. C'est un peu l'idée qu'on avait au début. Et surtout parce qu'en fait, on le voit beaucoup, c'est que les courbes de croissance de votre chaîne YouTube, elles vont être exponentielles. Au début, il va rien se passer, il va falloir être consistant, il va falloir être régulier, il va surtout ne pas falloir baisser les bras. Et à un moment, Louis... à un moment, en fait, il va y avoir, très souvent c'est comme ça que ça se passe, il va y avoir la vidéo qui buzz. Alors, ça peut être... ça dépend, hein, mais très souvent, c'est des vidéos qui sont reliées à l'actualité ou qui sont un peu polémiques. Bref, des choses, en fait, parfois qui sortent du contenu habituel que vous proposez. Et puis, c'est cette vidéo qui sort de votre contenu habituel qui va faire mouche, qui va toucher les gens et qui va faire que vous êtes connu. Je prends un exemple, alors peut-être que les aficionados de YouTube reconnaîtront, mais je prends l'exemple de la chaîne YouTube Villebrequin, des passionnés de voitures qui démocratisent la mécanique, hein, rien de particulier, à part qu'ils ont beaucoup d'humour et je les aime bien. Mais la chaîne qui les a fait exploser, c'est quand l'un des deux créateurs fait une vidéo où il explique qu'il a perdu son travail à cause de YouTube. Et le titre c'était licencié à cause de YouTube, quelque chose comme ça. Bref, une vidéo qui sort un peu de son contexte habituel, qui fait un buzz parce que du coup, effet polémique, comment ça, nanani nanana, la chaîne explose. Et du coup, ça devient, entre guillemets, son nouveau travail. Bref, tout ça pour dire que une belle chaîne, mais qui n'a pas une croissance exponentielle, la vidéo explose, et là, bim, la croissance devient vraiment exponentielle. Donc gardez toujours en tête cette idée de la courbe qui est très plate au début, qui monte tout doucement, jusqu'à avoir ce déclencheur qui fait que, hop, ça part. Puis surtout, à un moment, les gens vont commencer à vous suivre pour la personne que vous êtes et non plus pour le contenu que vous proposez. Et pour ça, il faut avoir bâti une relation avant à travers de nombreuses vidéos. Il y a quelque chose de très important d'ailleurs qui fait penser à ça, c'est que, alors ce n'est pas une règle absolue, mais très souvent les vidéos qui fonctionnent le mieux chez les créateurs, ce sont les FAQ. Pourquoi ? Parce que c'est là où le créateur en fait se livre. Il parle de lui, il parle plus de son contenu, et on va avoir vraiment la vitrine ouverte sur sa vie. Et en fait, on vient à aimer les gens parce que ce sont eux et on a envie d'en savoir plus sur leur vie. Alors, quand même, d'un point de vue concret, oui. Quand on est sur YouTube, il y a des choses à prioriser. C'est-à-dire que, à moins d'être soit expert, soit avec beaucoup de moyens, soit avec vraiment une grosse volonté, vous n'arrivez pas sur YouTube avec toute la checklist cochée. Il y a des choses à faire dans l'ordre, Emeline. Et alors, quelles sont les choses, l'ordre un peu des choses à prioriser ?
Alors déjà, le prérequis, c'est d'avoir des choses à dire, des choses intéressantes et surtout des choses qui vont... Enfin, vous allez devoir apprendre quelque chose à quelqu'un. Donc si vous n'avez pas ça, ça sert à rien d'appliquer tout ce qu'on va vous dire après. Mais bon, une fois ceci fait, il va falloir un son nickel. Voilà, un beau son, un éclairage et une belle image. Parce qu'en fait, YouTube, donc ça s'entend et ça se regarde. Et si d'emblée la personne arrive que l'image, putain, il y a des pixels, il y a le son, je comprends pas, ça résonne, bah en fait, en 3 secondes, la personne va partir. Exactement. Ça, c'est fondamental de bien comprendre, c'est que il faut avoir ces 3 choses dans l'idéal, ça c'est une certitude, mais la première des choses sur laquelle vous devez vous battre, c'est le son. Faites l'exemple vous-même chez vous. Une vidéo qui est moche, avec un mauvais fond, un mauvais décor, mais un son nickel, vous l'écoutez. Alors que la plus belle vidéo du monde, si le son il est détestable, je vous promets que vous tenez pas une minute. Parce que les grésillements, les sifflements, c'est insupportable, vous quittez en fait. C'est avant tout quelque chose qui s'écoute. Il y a des gens qui regardent pas, qui mettent juste YouTube pendant qu'ils travaillent ou font autre chose. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous pouvez commencer juste avec de l'audio ou juste en parlant face à votre caméra. Vous n'avez pas besoin de faire des choses au début. Alors peut-être en termes de matériel, est-ce que tu aurais des conseils pour commencer, pour pas trop cher? Parce qu'en fait, ça fait peur. Quand on vous dit il faut que tout soit nickel, tout le monde se dit est-ce qu'il faut que j'investisse, je sais pas, 5 000 € dans une caméra et un super micro? Alors, peut-être, juste, je fais une parenthèse avant de te laisser la parole. Là, cet épisode de Allo Fiston, il est enregistré sur un Blue Yeti qui coûte 90 €. Ou 100, une centaine d'euros en tout cas. Tu peux dire 90, hein, tout le monde sait qu'on est en Suisse. C'est vrai. Mais du coup, c'est très abordable, je veux dire, par rapport à la qualité. Alors, ça pose des compromis, c'est-à-dire que les voix sont pas toujours équilibrées, vous l'avez sûrement entendu, etc. Mais pour commencer, c'est un bon investissement. Plus tard, on aura des micros séparés, pistes séparées, etc. Mais c'est pour dire la stratégie que vous devez avoir, en tout cas qu'on recommande, c'est la même chose pour la vidéo. C'est ça. En fait, ne vous dégoûtez pas en vous professionnalisant trop vite, parce que en fait, il faut que le matériel suive la courbe d'évolution de votre chaîne. C'est vraiment ce que je pense. Tout à fait. En termes de matériel, justement, est-ce qu'on a des petits conseils? Tout simplement, un bon smartphone et un bon micro-cravate. Vraiment, celle-là, c'est l'option nomade, parce que c'est celle-ci que je privilégie, parce que nous, on est un peu en train d'enregistrer partout où on peut. Mais donc, un bon smartphone, ça peut être un iPhone, mais tout simplement, je sais qu'il y a un smartphone des 2 dernières années. Oui, c'est un smartphone récent suffit largement pour le dictaphone. Et un micro-cravate, celui que je recommande et que pas mal de youtubeurs recommandent, c'est un dictaphone Sony. Alors, la référence précise, c'est le ICD/TX 650B. On vous le mettra. On pourra le mettre dans la description, voilà. Absolument. En gros, c'est pas très cher. Je pense que pareil, tout à fait. d'euros. Et puis il y a même des micro-cravates, les Rode classiques que vous branchez en jack. Alors pas sur les iPhones, bien évidemment, mais sur les autres que vous pouvez brancher en jack, ça coûte pareil 40-50 €. Bref, ça reste très abordable. Voilà. Et alors pour le montage, pareil, nous pour le podcast, on est sur Audacity, donc vous voyez, c'est vraiment le b.a.-ba du logiciel de son. Vous pouvez faire un truc très bien avec Premiere Pro. Vous prenez pas la tête. Oui, tout à fait. Alors Premiere Pro, ça commence déjà à être un petit peu cher pour ceux qui veulent, mais disons que pour les montages les plus basiques, vous aurez des iMovie qui feront très bien l'affaire, des Sony Vegas Pro qui sont un peu moins chers sur Windows Movie Maker. Bon, ça c'est là, je commence à avoir un petit peu de mal d'un point de vue. Oui, c'est presque idéologique, mais mais voilà, grosso modo, vous prenez pas la tête sur tous ces outils, même des outils de montage en ligne qui existent, qui peuvent faire l'affaire, même si ça pose des contraintes après en termes de connexion internet, etc. Mais nous ne rentrons pas dans le détail ici. Parlons peut-être maintenant un peu plus stratégique. En fait, voilà, j'ai le matos, j'ai compris qu'il fallait que je sois régulier, que je persiste, etc. Mais comment je m'organise? En fait, c'est un vrai champ de bataille. Si vous foncez tête baissée et que vous faites des vidéos au petit bonheur la chance, vous avez peu de chances de réussir, malheureusement. C'est malheureusement vrai. C'est comme nous, tu vois, il y a des sujets qui nous intéressent, mais aussi des fois, il faut se poser une question de qu'est-ce qu'on a envie et qu'est-ce que les gens ont besoin d'entendre. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Il faut structurer en fait un peu son propos. Alors, il y a une méthode qui fonctionne plutôt pas mal, qui est une méthode d'entonnoir, on peut retrouver ça dans beaucoup de domaines, mais sur YouTube aussi, et c'est une méthode d'entonnoir avec 3 niveaux de vidéo. D'abord, on va essayer de prendre en même temps l'exemple du fameux coach sportif dont on parlait. Oui. D'abord, nous avons les vidéos émotionnelles. Ces vidéos-là, elles ont juste pour but d'attirer du trafic, de vous faire connaître. Donc là, ça va être les vidéos où vous allez faire des trucs, pas putaclic, mais des trucs qui sont en fait où vous allez essayer de réagir avec l'actualité, de faire un peu le buzz, vous allez essayer par exemple de casser des grosses idées reçues. Par exemple, je sais pas si vous êtes dans le sport. Alors bon, je suis un mauvais exemple parce que je suis pas vraiment un aficionados des coachs sportifs, mais vous pouvez faire des vidéos, je sais pas, 5 mythes complètement faux pour avoir des abdos en béton. Et là, vous allez
Je vais peut-être faire les exemples. Ouais, fais les exemples parce que du coup, moi, j'avoue que je suis... Le contenu émotionnel, moi, forcément, je fais du triathlon. Ce qui marche très bien, c'est les comptes rendus de course. J'ai fait mon premier triathlon, j'ai fait mon premier marathon, j'en ai souffert, j'en ai bavé, mais je vous dis tout, je vous livre. Ou c'est la veille de la course, je vous livre ma préparation sportive, nutri. Heureusement que t'es là pour faire les exemples. Hein. Oui. Non, mais ça marche très très bien. C'est vraiment vous raconter l'histoire ou si vous êtes un coach, c'est vraiment j'ai accompagné cette personne, on fait un avant-après, elle commençait, elle avait pas confiance en elle, elle arrivait pas à courir 5 km, et ben aujourd'hui elle a fait son premier 10 km et tu vois la personne en miniature qui est en train de pleurer, elle a des étoiles dans les yeux et ça c'est beau. Oui, tout à fait. Il y a vraiment ce côté, je suis touché par l'émotion. C'est ça. Après il peut aussi avoir des coups de gueule, je sais qu'il y a des sportifs qui... ça marche aussi. Ça marche aussi. Ça marche aussi. Tout le monde est en train d'acheter cette nouvelle paire de baskets à 1000 €, c'est de la merde, le faites pas. Bien sûr. Mais généralement, alors on dit que les émotions négatives l'emportent sur les émotions positives. À tester. Voilà. Alors après, nous avons un deuxième niveau de vidéo qui sont des vidéos plus instructives. Des vidéos où là, on va donner du contenu un peu plus organisé, on va donner un peu plus à manger. Le but de ces vidéos, c'est vraiment de bâtir de la confiance, de la crédibilité. Je sais ce dont je suis en train de vous parler, appliquez-le et voyez, ça marchera pour vous. Hier, par exemple, j'ai regardé une vidéo sur comment courir plus vite. Et c'était des structures d'entraînement qui m'expliquaient vraiment pas à pas ce que je devais faire pendant 4 semaines pour augmenter ma vitesse. Est-ce que, par exemple, c'était des vidéos que tu aurais regardées en premier alors que tu connaissais rien à la course ? Non, pas du tout. Peut-être que pour rentrer en fait dans cet univers-là, tu avais besoin d'avoir des vidéos émotionnelles. Ah mais oui, j'avais besoin de voir des gens qui se dépassent et des gens qui étaient satisfaits. J'avais besoin qu'on me dise c'est possible. Une fois que le c'est possible, c'était comment c'est possible. Et alors après, tu as le troisième niveau de vidéo, parce que là on comprend bien cette logique d'entonnoir. Hein, et les vidéos de troisième niveau, ça va être les vidéos plus de conversion. Alors ça s'applique pas à tout le monde, mais c'est des vidéos de conversion en fait où parfois on va demander une action supplémentaire à l'utilisateur, à la personne qui regarde la vidéo. Ça peut être s'inscrire au site internet, à la newsletter, acheter une formation, ça peut être plein de choses. Est-ce que tu aurais un exemple aussi de vidéos de ce genre ? Alors oui, moi je suis beaucoup un YouTuber qui s'appelle Nick Bare, qui en fait a fait un Ironman, donc c'est comme ça que je l'ai connu, et il a aussi une marque de compléments alimentaires. Et il est très très fort parce que dans tous ses contenus émotionnels, instructifs et tout, il glisse subtilement que là il a pris un petit shaker de ci, il a pris du magnésium de ça, et il te montre ses produits. Et après il y a vraiment des vidéos de conversion où il est dans son entrepôt, où il te dit regardez aujourd'hui ma routine d'entrepreneur sportif. Et moi, je pense que dans pas longtemps, je vais acheter ces produits. Mais t'as aussi beaucoup de coachs qui font ça, où ils mettent en avant leurs clients, et à la fin, t'es en mode « Ah, c'est pas cher », puis il fait une nouvelle cohorte de clients, puis c'est vrai que c'est la rentrée, puis il me dit qu'il a un programme de 10 semaines pour faire du marathon. Ok. Ouais. Donc là, vous voyez en fait que la stratégie entonnoir qu'on peut appliquer dans l'emailing, dans la publicité, dans plein de choses, ça peut s'appliquer également sur YouTube. Attention, parce qu'en fait, il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre, c'est que sur YouTube, vous allez montrer votre tête, vous allez vous montrer votre image. Donc, si vous commencez à sortir un tableau blanc en fond de vidéo avec des petites bullet points, en mode je vais vous expliquer pourquoi prendre ce complément alimentaire va changer votre vie, vous risquez de tomber dans les scams, dans les arnaques. Donc il faut faire attention à garder de la crédibilité, de l'authenticité. Le problème aussi avec YouTube, et c'est un point hyper important, c'est que souvent on a tendance, quand on débute, à se comparer à des gens qui sont dans le game depuis 3-4 ans. Donc on a l'impression que ce qu'on fait c'est nul. Et je vous encourage vraiment à aller voir les premières vidéos de chaque chaîne. Bon, il y a certaines personnes qui trichent et qui les suppriment, mais au début... c'est pas hyper bien, et ce qui est hyper important de voir l'évolution, et tu te dis, ok, alors moi je commence peut-être avec mon tableau blanc, ça peut être une bonne solution ou pas, mais l'idée c'est qu'il y ait une progression. Exactement, ça c'est très important, c'est un conseil même qui est fondateur, c'est comparez-vous à la même période que les youtubeurs que vous avez connus. Si je prends Squeezie, c'est pris pour pas les nommer, qui sont probablement c'est-à-dire qu'ils sont les 2 plus grands youtubeurs français. Leurs premières vidéos, elles sont faites dans leur chambre, avec la webcam, etc. Il y a absolument aucune honte, c'est normal, mais vous ne pouvez pas avoir le niveau d'une super production le jour où vous commencez. Bon, alors ça c'est très bien parce que du coup on a compris un peu la stratégie YouTube d'un point de vue un peu méta. Hein, on prend un pas en arrière, puis on comprend ce qu'il faut faire sur le long terme. Mais sur le court terme, qu'est-ce qu'il faut regarder, Ameline ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Concrètement, on a 3 métriques, 3 KPI dans le jargon qui sont vraiment hyper importantes pour suivre l'évolution de votre chaîne YouTube. La première, c'est le taux de clic. Le deuxième, c'est le temps de visionnage. Et la troisième, c'est le taux de rétention. Alors Louis, comment booster le taux de clic ? Alors le taux de clic, c'est tout simplement, déjà pour bien comprendre, c'est le nombre de clics que vous avez, donc le nombre de gens qui vont voir votre vidéo par rapport au nombre total de gens à qui on a proposé de regarder votre vidéo. Faut bien comprendre, c'est-à-dire que quand vous arrivez sur la page d'accueil de YouTube, vous avez 10, 20, 50, en fait l'infini de vidéos qui sont affichées, et puis à chaque fois que votre vidéo est affichée, ça compte pour une impression. Et puis peut-être que cette vidéo elle va être affichée à 100 personnes. Et on va voir sur ces 100 personnes combien ont cliqué dessus.
Et ça, c'est le taux de clic. Je le précise parce que c'est important de bien comprendre de quoi on parle. Alors, en fait, il y a certains formats vidéo qui boostent un peu le taux de clic, entre guillemets. Enfin, des formats qui sont connus pour intéresser les gens. Qu'est-ce que c'est ces formats, Emeline ? Alors, le format qui fonctionne très bien, c'est le tutoriel. Comment faire quelque chose ? Comment avoir des abdos, des belles tablettes de chocolat en 5 semaines. Voilà. Ça c'est quelque chose qu'en fait, vous répondez à une question que l'utilisateur se pose. Moi, je sais, je vois beaucoup dans l'univers informatique, je vais être en mode comment faire telle fonctionnalité sur Adobe Illustrator, par exemple. Et là, je vais tomber sur le tuto vidéo du mec qui répond à ma question. Et ce qui marche très bien, et ça j'en ai parlé en haut, c'est les expériences, les histoires, les défis. Par exemple, je vais nager 2 km pendant 1 semaine. Voilà, suivez mon histoire. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a l'analyse qui fonctionne très bien. Alors, pour reprendre le coach sportif, ça peut être on analyse la foulée de quelqu'un ou les performances de quelqu'un et on dit ce qui va et ce qui va pas. Et là, ce qui est particulièrement efficace, c'est quand on fait du name dropping, donc on lâche des grands noms. Ah oui, là par exemple, il y a les JO, vous y allez. Vous prenez le truc à la télé, alors vous prenez un match de foot et là vous analysez la performance du mec. Bien sûr, par exemple au moment de la Coupe du Monde, vous faites analyse de la foulée de Kylian Mbappé. Là, vous êtes sûr que ça booste, quoi. Banco. Alors, on a aussi quelque chose qui fonctionne énormément sur YouTube, avec également des dangers, parce que ça peut tomber dans des travers qui peuvent aller devant la justice. Il y a eu des cas, d'ailleurs, très récents de ça qui ont été jugés avec des peines lourdes, première fois en France, d'ailleurs, il me semble. C'est quoi ? C'est le drama, mais là je pense que c'est toi le... Alors bon, moi c'est parce que je suis un expert en YouTuberie. Voilà. Je suis expert en YouTuberie. Donc parle-nous du Non, drama. mais je rentrerai pas dans l'histoire, mais c'est tout simplement l'histoire d'un YouTuber qui s'appelle Marvel Fitness, qui a fait des propos, qui a eu des propos un peu dans le harcèlement, avec des dramas, etc., qui a été condamné devant la justice. Bref, je veux pas rentrer dans cette histoire, mais tout simplement pour dire que le drama c'est quelque chose qui fonctionne énormément sur YouTube. Rappelez-vous de Cyprien Clash Cortex. Je veux dire, je sais pas s'il y a des gens parmi vous qui s'en souviennent, je rentrerai pas plus dans le détail, mais ça a été un des dramas un peu fondateurs de YouTube. Ça peut amener énormément de visibilité parce qu'en fait, vous jetez une communauté contre une autre très souvent. Et en fait, ça va déclencher du commentaire, de l'interaction. Et on le sait, sur les réseaux sociaux, les interactions, ça s'y fait remonter votre vidéo. Voilà. Au-delà du drama, vous pouvez juste aussi des fois pousser un coup de gueule. Et donc l'envers du coup de gueule, c'est la motivation, la philosophie. Donc vous faites des vidéos un peu plus, méta, oui, mais ça fonctionne très bien. Alors le truc aussi qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il faut tester plusieurs choses. Il faut parfois varier les concepts pour savoir s'ils fonctionnent bien, parce que dans YouTube, comme dans tout le reste, il y a la fameuse loi de Pareto qui dit que 80% des résultats sont procurés par 20% des efforts, ou alors 20% des efforts produisent 80% des résultats. Donc il faut tester un peu s'ils fonctionnent pour ensuite mettre vos 20% d'énergie le plus intelligemment possible. Voilà. Au-delà du thème, quelque chose qui peut vraiment booster votre taux de clic, c'est la miniature. Je dirais même qui est fondamental, parce que quand on ne vous connaît pas, c'est sur ça qu'on va faire la différence. La miniature, Emeline, alors là, le docteur en YouTuberie que je suis voit de tout passer, mais on va pas se mentir, il y a généralement une recette qui revient très souvent, c'est des couleurs catchy, des détourages blancs sur des personnages, des flèches, des émoticônes, les titres en majuscules, voilà. Ça, c'est des choses qui attirent l'œil. Malheureusement, c'est pas un jugement de morale, mais ce que je veux dire, c'est que cette ficelle, elle a été tellement rincée jusqu'à la corde que maintenant, presque, en fait, pour se démarquer, il faut faire autre chose. Ça, c'est intéressant aussi de repérer ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous allez sur YouTube, là, tout de suite, et que vous ouvrez votre page d'accueil, je sais pas quelles recommandations vous aurez, mais il y a très probablement une grande majorité des titres qui seront écrits en majuscules, par exemple. Après, au-delà, vous allez tester, vous allez trouver ce qui fonctionne pour vous. Moi, je recommande quand même d'avoir une charte graphique bien propre à vous, parce que ça marche ou ça marche pas, ce qui est important, c'est que, on m'a proposé cette vidéo, puis une autre de ce créateur, et en fait, c'est à chaque fois le même, et je sais que c'est le même parce qu'il a une charte graphique, des couleurs, une police qui revient à chaque fois. Tout à fait. D'ailleurs, les grands youtubeurs font souvent ça, ou en tout cas essayent d'avoir une cohérence, une unité, d'avoir au moins un ou deux éléments qui à chaque fois rappellent l'origine du youtubeur. Exactement. Bon, ça c'était pour le taux de clic, Louis. La deuxième métrique qu'on doit vraiment suivre, c'est le temps de visionnage. Alors le temps de visionnage, ça c'est un peu le truc. Je vais faire un petit disclaimer rapide, c'est que personne ne connaît vraiment comment fonctionne l'algorithme YouTube. Évidemment, les grands youtubeurs essayent, percent, testent énormément de choses, mais ce qu'on peut dire avec certitude, c'est que, ou en tout cas quasi certitude, c'est que le temps de visionnage est un élément clé pour être mis en avant. Pourquoi ? Parce que tout simplement, le but de YouTube, c'est de vous rendre captif. C'est que vous passiez le plus de temps possible sur la plateforme. Pourquoi ? Je l'explique, parce que c'est pas toujours évident quand on explique que les réseaux sociaux veulent que vous restiez le plus longtemps possible. C'est qu'en fait, plus vous restez longtemps sur la plateforme, plus vous allez pouvoir être soumis à des publicités.
Donc, si on vous montre plus de publicité, la plateforme gagne plus d'argent. Aussi simple que ça. Voilà, c'est plus rentable. Donc, vous pouvez privilégier les formats plus longs. C'est mieux d'avoir une vidéo plus longue qui est regardée peut-être aux 3/4 qu'une vidéo plus petite qui est regardée dans son intégralité. Tout à fait. Ce qui est un peu contre-intuitif. Qui est tout à fait contre-intuitif, mais un exemple qui va aller dans le sens de ce propos. Alors, ce que je dis a été annulé très récemment, mais pendant longtemps, quand on voulait mettre de la publicité sur les vidéos, choisir les endroits publicitaires des vidéos, il fallait que la vidéo fasse minimum 10 minutes. Le but, c'était de pousser les créateurs à faire des vidéos suffisamment longues pour que eux, ils puissent mettre de la publicité et pour que les gens restent longtemps et voient les publicités. Donc, vous voyez ce système vraiment où on pousse au temps de visionnage. Comment on fait, Emeline, maintenant pour que les gens y partent pas, en fait? Oui, alors c'est très simple. Quand vous regardez la courbe de visionnage d'une vidéo de YouTube, au tout début, il y a un énorme décrochage, on va dire dans les 3-5 premières secondes. Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment minimiser ce temps de décrochage. Donc, mettez le paquet dès le début. Voilà, vous pouvez ajouter des effets visuels, avoir un truc un peu catchy, une petite intro avec un jingle. D'ailleurs, nous, on a inauguré le premier jingle du podcast aujourd'hui, normalement. Oui, c'est vrai, d'ailleurs, on n'en a même pas parlé, mais normalement, c'est le premier épisode avec jingle. C'est un grand jour. Vous nous direz ce que vous en pensez, d'ailleurs. Voilà, et surtout, alors moi, je suis l'exemple parfait. Je vais passer ma souris sur la barre de progression et je vais me dire, ok, là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est intéressant? Donc, n'hez-pas à rajouter des effets visuels, des changements de luminosité, vous mettez, je sais pas, du zoom, du dézoom, voilà. du cut. Alors là encore, je vais pas rentrer trop dans la YouTuberie, mais c'est-à-dire que vous avez vraiment un style de montage qui s'est imposé ces dernières années, qui a été imposé par les youtubeurs de divertissement et qui se retrouve en fait de plus en plus dans toutes les franges du YouTube game. Ce style de montage, c'est ce qu'on appelle des cuts et des zooms. Il y a même une chaîne YouTube qui s'appelle des cuts et des zooms juste en référence à ça. Et si vous voulez, c'est le côté où il n'y a pas 4 secondes à l'écran sans que quelque chose se passe de visuel ou d'auditif. C'est-à-dire que c'est fini, alors j'exagère un peu, mais c'est un petit peu ça quand même, c'est quasiment fini maintenant d'avoir un seul plan où le mec parle, ou la personne, parle en face cam sans qu'il ne se passe rien. Après voilà, vous n'êtes pas obligé de faire ça dès le début et vous n'êtes pas obligé beaucoup de travail aussi, de rentrer dans un extrême comme ça, mais essayez un peu de dynamiser. Au-delà des effets visuels, il y a quelque chose de très simple, c'est que quand vous promettez quelque chose, ne le dévoilez pas dans la première minute. Ça, c'est très juste. C'est combien de fois j'ai vu des vidéos dire « Ah, faut que je vous raconte un truc de dingue qui m'est arrivé, une petite anecdote, je vous en parle à la fin, restez jusqu'à la fin. » Ça, c'est un truc marketing bateau, mais je veux dire, on promet un petit secret, un petit truc un peu sexy que les gens ont envie de voir, et puis on en parle à la fin pour que les gens soient obligés de rester. Exactement. Donc vous allez créer du suspense et vous allez donner la réponse qui arrive à la fin. Bon, alors maintenant, c'est super. On a chopé les gens, ils ont vu une vidéo, ils cliquent sur nos vidéos. Mais comment on fait pour qu'ils restent? Voilà. Ce qui reste, c'est donc le troisième point, la troisième métrique, c'est le taux de rétention. Alors, un petit trick un peu facile, c'est de faire des playlists, tout simplement. Vous allez peut-être faire 3-4 vidéos dans la même veine et les gens, vous les regardez les unes à la suite des autres. Si on reprend le cas de notre coach sportif, ça peut être hyper intéressant s'il fait genre mon trimestre de coaching avec 7 personnes qui va préparer une course. Et donc on regarde les premières semaines, puis au fur et à mesure, on voit son parcours et son évolution. Et on va revenir parce qu'on a envie de voir son évolution. La playlist, c'est vraiment un excellent outil parce que ça permet si une personne elle a aimé tel type de vidéo et que vous en avez fait d'autres, il est très probable qu'elle aimera les autres. Donc du coup, regroupez-les pour lui mettre directement sous le clic, qu'il soit prêt à aller les chercher. Motivation, ou playlist coup de gueule, playlist running, playlist comment lever des poids, playlist abdos, enfin vous voyez, donc là on reste dans le coach sportif, mais vous voyez, segmentez votre contenu. L'utilisation des tags, qu'est-ce que t'en penses? Moi j'ai entendu dire que c'était bon quand même. Oui, alors je pense que c'est bien de le faire, mais je pense que ce n'est pas du tout déterminant par rapport à la rétention. Je pense que une playlist a beaucoup plus d'impact, et puis au-delà de la playlist, il y a tout simplement l'appel à l'action, l'appel à l'interaction, les commentaires. Alors les pouces bleus c'est une chose, évidemment, les commentaires c'est une chose, ça sert pour le référencement, mais il y a aussi beaucoup de petits youtubeurs qui se lancent, qui n'ont pas une communauté débordante et qui du coup peuvent prendre le temps de dialoguer avec leur communauté en commentaire, et ça peut être un bon moyen de fidéliser une première base d'utilisateurs solide. Appelez à la discussion dans les commentaires, toujours avec bienveillance bien évidemment, et puis répondez, participez. Et j'ai un ami proche qui lui a lancé sa chaîne YouTube, et lui ce qui l'a vraiment aidé c'est les lives. Donc il fait des lives sur YouTube, après il les découpe, donc soit il les poste pendant l'heure que dure le live, soit il les découpe en vidéo de 15-20 minutes, et ça c'est top parce qu'en fait t'as une vraie interaction avec ton audience, parce que le live se bâtit en co-construction avec ton audience. Tout à fait, ça c'est hyper intéressant, l'avènement du live, d'ailleurs on le voit de manière tendancielle, je sais pas si on peut dire ça, mais le live prend de plus en plus de place. Et le live peut être une bonne suite, une bonne continuité à la création de la communauté que vous avez fait avec les vidéos. On va pas vous mentir, si vous lancez aujourd'hui votre chaîne de live, alors vous sortez de nulle part,
il y aura que vous et votre mère qui regardera. Mais si vous commencez par créer une communauté avec tout ce qu'on a dit, et bien ensuite la vidéo peut être un excellent moyen de retenir votre audience sur du plus long terme en proposant des choses différentes. C'est ça, vous faites un live par mois qui a besoin d'être moins travaillé niveau visuel, et puis banco, vous construisez vraiment de l'engagement. Alors un petit devoir peut-être, entre guillemets, pour les gens qui nous écoutent, Emeline. C'est que si vous commencez et vous savez pas par où commencer, justement, c'est très simple. Rendez-vous sur YouTube et à chaque fois que vous cliquez sur une vidéo, à chaque fois qu'il y a une autre vidéo d'une playlist qui se lance, à chaque fois qu'on vous propose une vidéo, que vous cliquez ou ne cliquez pas dessus, essayez d'analyser pourquoi. Qu'est-ce qui vous a attiré? Est-ce que c'est la miniature? Est-ce que c'est parce que vous aviez déjà entendu parler du créateur? Est-ce que c'est le sujet? Je ne sais pas. Ça c'est très important et c'est d'ailleurs c'est un exercice qui est recommandé de faire dans tous les domaines, hein. Même par exemple quand vous allez être sur Facebook ou sur les résultats de recherche Google, posez-vous la question: pourquoi j'ai cliqué sur ces publicités? Pourquoi j'ai cliqué sur ce résultat? Et en fait ça permet de challenger ses connaissances et puis de comprendre quels sont les ressorts psychologiques qui ont marché sur vous à l'instant T. Et si ça a marché sur vous à l'instant T, ça peut peut-être marcher sur vos clients. Exactement. Bon, c'était un épisode un peu plus long que d'habitude, mais je pense que YouTube, c'est quand même un gros morceau. Un gros morceau. On s'y était pas vraiment attelé, donc c'est chose faite. Et surtout, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, donc à la fois du jingle puis de l'épisode. Et donc, inscrivez-vous, abonnez-vous au podcast. Si vous êtes sur Apple Podcast, vous pouvez laisser une note 5 étoiles. Ça nous aide vraiment à remonter dans les résultats et du coup à faire partager ce podcast au plus grand nombre. Merci à tous et puis à la semaine prochaine. Ciao!